Alors, t'as pas honte? Bien sûr que si, j'ai honte. Si j'ai pas honte, c'est que j'ai plus d'émotion. Et toi, t'as pas honte? Eh ben non, j'ai pas honte. Écoute, alors on va démarrer. Ben écoutez, bonjour et bienvenue dans Sans Vergogne, le podcast lyonnais, vous allez voir, ça s'entend, qui parle de transition, sans langue de bois et on l'espère avec humilité. Alors pourquoi sans vergogne? Ben parce qu'on vit une époque où finalement on sait beaucoup de choses et pourtant, on continue souvent à faire comme avant. Parce qu'il y a sans doute 100 sujets sur lesquels on pourrait se dire t'as pas honte, mais surtout sans occasion de faire autrement. Nous, c'est Eric Petrotto, multi-entrepreneur, cofondateur de la fabuleuse cantine et du Chalet du Parc. Salut Eric. Salut Stéphane. Et moi, c'est Stéphane Gonzalez, entrepreneur depuis plus de 25 ans, fondateur de l'agence Oma Beach et de la coopérative Sapiens et Territoire. Alors, on s'est rencontrés, il n'y a pas de secret, sur les bancs de la Convention des entreprises pour le climat. Et on est ressorti avec une conviction, en se disant les plus belles histoires sont souvent juste près de chez nous. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, puisqu'il y a un lieu qui se lance qui s'appelle le Chalet du Parc au cœur de Lyon, pourquoi pas partir à la rencontre de celles et ceux, finalement nos voisins, tout simplement, qui expérimentent, qui entreprennent et qui réinventent leur territoire dans la vraie vie. J'insiste sur la vraie vie. Ici, on ne cherche pas à avoir raison, on cherche juste à comprendre, à débattre, à confronter les idées et puis parfois quand même un peu à se remettre en question. Alors installez-vous et voyons ensemble ce qui mérite aujourd'hui notre première vergogne. Au fait, je ne vous l'ai pas dit, mais sans vergogne, pour ceux qui n'ont pas été à l'école, ça veut dire agir sans scrupule. Bon Eric, je te propose déjà de nous parler du sujet du jour. Le sujet du jour, l'agriculture. Qu'est-ce que l'on mange? Qui plante? Qui s'occupe de tous ces fruits et légumes? Et bien au-delà de toutes celles et ceux qui ont les mains dans la terre pour qu'ensuite on puisse manger. Manger, c'est pas anodin. Il est dit que nous sommes la seule espèce sur cette planète à transformer ce que l'on mange. Pas conserver, transformer. Et que cette transformation, ce repas, fait conversation. Et conversation fait humanité. Voilà. On n'a Ça pas commencé, fait qu'on est déjà réfléchir. perdu. Mais bon, c'est pas grave, on continue. C'est vrai qu'on s'était dit que tu m'arrêtais dès lors que les concepts étaient un peu trop folklore. Non, on a deux invités, et pas n'importe quels invités, des gens qui, pour de vrai, font des vraies choses sur notre territoire. Nicolas Clerc, agriculteur, citoyen engagé, c'est comme ça que j'aime te présenter, et Maurice Defresne, Bonjour. un citoyen engagé aussi, et qui vient travailler sur la structuration de nos filières sur nos territoires, Directeur de BioApro. et directeur de BioApro. Bon messieurs, justement, l'idée c'est peut-être de commencer par vous présenter. On commence par qui? Allez, honneur aux Stéphanois, Allez. c'est ça. Alors Nicolas Clerc, moi je suis agriculteur et fils d'agriculteur dans un petit village de la plaine du Forêt. Une ferme tout à fait traditionnelle qui à la base avait des vaches, du blé, du maïs, que j'ai fait évoluer, qui désormais est en agriculture biologique, qui fait des poules plein air en grande quantité, toujours des céréales bio et puis des légumes bio également. Et puis j'ai aussi créé une coopérative légumière en agriculture biologique. Et donc moi, Maurice Defresne, co-directeur de BioApro. BioApro, on est une société coopérative d'intérêt collectif basée à Brignais dans le sud de Lyon. Et c'est une coopérative qui œuvre pour la transition alimentaire du Rhône et de la Loire. On agit vraiment en ultra local. Et donc comme tu l'as dit, on est là pour faire de la structuration de filières, de la logistique, de la commercialisation de produits 100% bio, d'une petite centaine de fermes de la région et une vingtaine de filières différentes. Donc tu as parlé de fruits et légumes. On a tout l'aspect élevage, du laitage avec des formidables yaourts et fromages. Et donc on agit à la fois en restauration collective et en restauration traditionnelle. Et le but vraiment c'est de défendre un nouveau système alimentaire et de montrer que c'est possible. Et on en parlera sûrement, mais il y a plein de petites victoires actuelles. Justement, si on parle d'agriculture aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire, vous, moi, j'ai pas honte? Ah, je les prends. Moi, c'est le contraire. C'est pas grave d'avoir honte. Enfin, avoir honte, c'est d'abord un sentiment humain. C'est justement l'idée qu'il y a des choses à améliorer. C'est l'idée qu'il y a des choses qui nous échappent aussi. Moi, j'aime bien parler des paysages avec les citoyens. Et souvent, les gens ont tendance à dire, tiens, dans votre région, dans votre village, les paysages sont sympas, donc ça veut dire que vous, les paysans, vous avez bien travaillé. Mais en fait, même quand c'est positif, on peut tirer le fil et voir que c'est plus compliqué que ça. Ça voudrait dire que dans les coins où les paysages sont sympas, c'est qu'il y a eu des paysans sympas. Et puis dans les coins où les paysages sont moches, c'est qu'il y a eu des paysans méchants ou idiots. Et en fait, non, il y a eu des dynamiques économiques, techniques qui ont fait que des mauvaises décisions ont été prises.
Et donc, on n'a pas à avoir honte, on a simplement à essayer de réparer, à essayer de réorienter, à essayer de changer, mais au moins à ouvrir les yeux et à assumer devant tout le monde ce qui est fait en bien et en mal. Justement, parce que souvent on oppose ce qu'on appelle le conventionnel et le bio. C'était aussi en filigrane un peu ma question. Je voulais t'entendre un peu là-dessus. Oula, ça c'est un vaste Mais sujet. sans être trop long par contre. Hein. Ben alors, très très vite, en fait, c'est un sujet qui est en débat permanent. Alors moi, je suis en agriculture biologique, donc je défends le bio évidemment. Depuis plusieurs décennies, la profession rêve, fantasme, imagine, selon si on est optimiste ou négatif, un chemin pour l'agriculture conventionnelle qui serait moins pire que ce qu'il est aujourd'hui. Alors pendant des années, on nous a vendu l'agriculture raisonnée. Puis en fait, on s'est vite rendu compte que c'était un peu du flan parce que j'ai jamais vu un agriculteur dire ah non, moi je suis pas raisonné, moi je suis un vrai sagouin, je fais ça à la dégueulasse. Donc en fait, tout le monde est déjà raisonné ou du moins tout le monde pense l'être. Ensuite, on nous a vendu un pseudo-label d'agriculture à haute valeur environnementale. Puis en fait, c'était un peu du pipeau aussi. C'était pour siphonner les subventions de l'agriculture biologique, pour acheter des pulvérisateurs neufs. On a vu 1000 scandales là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas imaginer un nouveau chemin pour l'agriculture conventionnelle. Je sais qu'il y a l'INRA qui pond des notes assez intéressantes pour dire, tiens, on pourrait imaginer un chemin où l'agriculture conventionnelle utiliserait 0 pesticides, et donc là, elle se rapprocherait du bio, mais pour garantir les volumes, elle continuerait à utiliser des engrais type azote, ammonitrate, urée, et donc on pourrait imaginer un chemin qui serait fait à 99% sur les pesticides, et qui n'irait pas aussi loin que la bio sur les engrais. Mais pour le moment, c'est encore une utopie malheureusement. Donc pour le moment, les seuls qui font le boulot, c'est les bio. Ok, Nicolas, ça c'est dit. Maurice, pourquoi t'as pas honte toi? J'ai une vision un peu plus pessimiste parce que moi j'ai quand même honte du côté revenu agricole. Aujourd'hui j'ai honte de participer à un espèce de système où ceux qui nous nourrissent n'arrivent pas à se payer. Aujourd'hui on sait que il y a encore énormément de producteurs qui sont dans une rémunération qui est inférieure au SMIC. Ils travaillent. Là, j'étais avec Mathieu tout à l'heure qui me disait qu'il travaillait 80-90 heures là, en ce moment par semaine sans pouvoir se payer. Et donc, moi, pour ce côté-là, j'ai quand même un petit degré de honte et on œuvre tous les jours pour que ça change. Et aussi, il y a le côté cahier des charges, ce qu'on demande aux producteurs parfois qui est un peu, c'est pas très logique. On demande de produire abondamment, mais en même temps on demande de préserver la biodiversité, les sols, l'eau. Donc parfois il y a un grand écart dans ce qu'on demande aux paysans. Et donc il y a cet aspect logique qu'on essaye de travailler parce qu'on sait qu'on peut produire tout en respectant, notamment avec le cahier des charges de l'agriculture biologique. Mais comme je l'ai dit, l'eau, le sol, moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est des choses qui sont possibles. Justement, tu parles de la bio. Quand on est un périurbain, plus un périurbain finalement que quelqu'un qui habite en ruralité, en fait, le bio, on a l'impression que c'est une étiquette dans une grande surface. Non, j'exagère, hein, évidemment. Ça veut dire quoi, être un agriculteur bio? C'est quoi surtout, la bio? On entend, si tu n'as pas les volumes, tu ne peux pas nourrir tout le monde. C'est pour C'est effectivement, c'est plus cher, c'est pour une certaine partie de la population. Et est-ce que c'est des fantasmes tout ça? Ou est-ce que la structuration est repensée, justement la manière dont on plante nos champs et qu'on pense l'agriculture fait que tout ça, en fait, ce sont des mensonges? Alors, ce qui est certain, c'est que le bio, c'est surtout pas qu'une étiquette. Parce que pour l'agriculteur en agriculture biologique, être en bio, ça veut dire fonctionner sans les pesticides chimiques. Ça veut dire aussi ne pas avoir accès à la facilité d'acheter de l'azote artificiel, gérer la fumure différemment, gérer les rotations différemment. Donc non, c'est plein de complexités techniques à opérer. C'est pas juste un coup de tampon sur une ferme. C'est très très compliqué. Et pour faire suite à ce que tu dis, il faut bien comprendre qu'une fois toute la complexité gérée par les paysans, ensuite vient se poser une deuxième complexité. Et là, Maurice, c'est un peu son métier, c'est la complexité de gérer, stocker, calibrer, emballer, commercialiser, affréter, gérer tout ce qui est après la ferme. Et en fait, le défi, il est au moins aussi important dans ce qui suit l'exploitation agricole que sur ce qu'il y a à faire dans nos fermes. Il y a la préferme, mais si on pense différemment volume quand on plante, toi, peut-être que ça facilite ton travail, des marchés, de la structuration de marché. Souvent, on a cette image d'avoir plein de petites fermes qui se réunissent pour essayer d'être plus forts. C'est une vision, elle est très intéressante, cette vision-là. Mais si, effectivement, il y a des choix à opérer en amont, de se dire, je préfère effectivement des volumes plus gros, moins de diversité de légumes, pour venir, effectivement, que toi, tu puisses venir répondre à d'autres marchés, ça peut être aussi des pistes, non? On n'y pense pas souvent à ça. On pense souvent que gros volume égale industrie. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a
plein de modèles agricoles. Il y a à la fois des petites fermes à taille humaine, des fermes plus spécialisées. Je reviens juste à la question de la notion de bio. Pour moi, je différencie le bio, donc avec le tampon, c'est un cahier des charges, donc des fermes qui sont contrôlées. Ça va comme tu t'en as parlé, des produits chimiques de synthèse qui sont interdits, au bien-être animal quand c'est de l'élevage. Enfin, c'est vraiment un cahier des charges assez global. Et après, il y a la notion de la bio. La bio, moi, j'aime à dire que c'est une espèce de logique. On a, nous, dans la coopérative, et je pense qu'il y en a plein sur notre territoire, mais qui font au-dessus du cahier des charges, en parlant de biodiversité, de la préservation de l'eau. Ils plantent des haies, tout ça, c'est pas forcément spécifiquement dans le cahier des charges, mais c'est vraiment des choses, on réfléchit logique et un peu une version systémique. Et après, toi, par rapport à la question, on dit souvent, ouais, bio, il n'y a rien, c'est tout petit. En fait, on fait du bio, il n'y a pas de productivité parce qu'on ne met pas de pesticides dedans. C'est faux. Enfin, moi, ce que je trouve génial avec ces paysans bio, c'est que c'est un peu des entrepreneurs, des visionnaires. C'est aujourd'hui facile, on veut faire planter des carottes. Je caricature, mais on met un coup de produit, boum, la carotte, il n'y aura pas de désherbage, elle va pousser super vite, elle va pousser super droite. En bio, tu peux pas mettre un gros coup de produit, donc ils doivent se réinventer. En fait, ils font pas sans produits chimiques, ils font sans produits chimiques en testant de nouvelles technologies. Et ça, c'est génial. Enfin, c'est vraiment quand on rapproche le modèle agricole du modèle plutôt orienté business, il y a vraiment plein de similitudes où ils doivent se dire, ok, faut que j'essaye de faire une petite tambouille avec des orties de façon naturelle pour stopper tel insecte. Je sais que là, il y a un espèce de puceron qui est en train de se développer. Je vais planter des petites fleurs à côté qui va ramener des coccinelles, qui va manger les pucerons. Enfin, c'est vraiment une vision qui est assez simple, mais qui est super innovante. Et vous l'avez dit, ouais, c'est l'innovation permanente en fait, l'agriculture biologique. Alors justement, ça m'intéresse de savoir qui est cet agriculteur. Parce qu'en fait, sur notre territoire, on va parler Loire-Rhône, hein, on en est où? Parce que alors, parfois on entend c'est des néo-ruraux, c'est des bobos qui se lancent là-dedans. On entend des gens qui partent à la retraite et qui ne sont pas régénérés. On est comment là sur notre territoire pour demain? Parce que s'il n'y a plus d'alimentation, on est cuit. Hein. Alors en fait, tout dépend si on parle des surfaces, des SAU, des surfaces agricoles utiles, des exploitations ou des agriculteurs. Si on compte les personnes, effectivement, il y a cette arrivée de jeunesse un petit peu qui arrive on appelle ça les NIMA, non issus du monde agricole, qui arrivent avec des projets un peu alternatifs, souvent du légume, de la permaculture, des petits ruminants, de la transformation, de la vente directe. Ça représente un nombre de personnes important. Mais après, si on considère les hectares, il faut bien comprendre que l'immense majorité des hectares, c'est encore les grosses fermes. C'est les grosses fermes d'élevage, c'est les grosses fermes de céréales. Et aujourd'hui, le défi, c'est que même si on arrive à installer plus d'agriculteurs, ces agriculteurs sont sur des toutes petites fermes. Et donc, il y a l'enjeu de ce que vont devenir les grosses fermes. Et la tendance actuelle, c'est que les grosses fermes vont s'agrandir, s'industrialiser de plus en plus. Et à côté, on aura probablement une petite fraction de la surface qui sera utilisée par tous ces jeunes qui ont des projets un peu plus ambitieux, un peu plus qui prennent en compte la biodiversité. Mais on doit aussi avoir un projet global pour l'agriculture et pas se satisfaire de cette situation un peu écartelée. Ouais. Et puis tu parlais de surface agricole utile. Aujourd'hui en France, on est à 10% en bio, avec un objectif en 2030 à 21%. On y est encore très très loin. Enfin, il reste 4 ans pour convertir 11 hectares en agriculture biologique. Ça va être un peu compliqué, surtout qu'ils arrêtent les aides, notamment de la PAC et l'aide à la conversion. Et comme tu l'as dit, nous, on essaie quand même de défendre un modèle avec des fermes où ils font polyculture, potentiellement maraîchage diversifié, avec un peu d'élevage dessus. Parce qu'il y a vraiment un enjeu sur la reprise des fermes. En fait, c'est les grosses fermes aujourd'hui qui rachètent leurs voisins quand le voisin arrête. Et donc demain, quand cet agriculteur qui a une ferme énorme, elle sera irreprenable pour un jeune qui veut s'installer. Et donc ça va être compliqué, on va mettre des chevaux et terminer, quoi. Donc c'est vraiment un danger. Et nous, dans la vision collective, et notamment avec la coopérative BioApro, il y a vraiment une vision qui est collective même au sein des fermes. Beaucoup maintenant s'assemblent en GAEC, et donc ils se mettent à plusieurs associés, et ils arrivent à tourner et avoir à la fois des conditions de vie qui soient décentes. Enfin, je prends l'exemple tout le temps de la ferme du Val-Fleury avec Adrien Mazet, notre président. Eux, ils sont en GAEC. On n'est plus dans l'image de je dois faire la traite midi et soir tous les jours, 365 jours par an. Non, maintenant ils font des roulements parce qu'ils sont plusieurs. Ils arrivent à avoir leur week-end, ils arrivent à avoir des vacances. Et tout l'enjeu, tu parlais de
la transmission des fermes, c'est de rendre un peu le modèle agricole un peu plus sexy. Et enfin, faut attirer les jeunes à venir s'installer. Voilà. C'est l'imaginaire, mais du coup, l'imaginaire, c'est aussi mettre son foncier à disposition. Ouais. Tu t'as parlé des chevaux, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient en périurbain que ça soit constructible. Et souvent, ce sont des gens qui ont vécu, qui sont des enfants d'agriculteurs. Donc je pense qu'il y a aussi en effet ce récit à changer. Tu as raison, c'est un point important, le récit. Et qui dit récit dit grammaire, parce que ça me fait penser à... Enfin, je vous entends là, effectivement, échanger, et je me demande si on n'a pas perdu, en fait, ce langage de comprendre comment on pense, ou dans la conversation, comment on comprend, effectivement, un paysan. Je me souviens de certaines anecdotes où tu me disais que les blagues d'il n'y a pas si longtemps que ça, où tu as toute la ville qui pouvait s'esclaffer de rire, ne peut absolument plus comprendre ce que veut dire aujourd'hui, parce qu'on a perdu ces mots qui expliquent ce monde qui nous nourrit. Ouais, Tu peux nous en dire j'aime plus bien rappeler cette blague d'un sketch de Fernand Reynaud, c'était un humoriste des années 60, où il imitait un peu les agriculteurs, et il faisait une blague devant les Parisiens aux Champs-Élysées, et il disait j'ai 20 juments, ça me fait entre 30 et 50 chevaux par an, selon si elles ont bien vélé. Et à l'époque, quand on disait la jument a bien vélé, toute la salle éclatait de rire, parce qu'une jument, ça pouline, ça vèle pas. Et désormais, faire un sketch comme ça passerait, ça serait un blanc total, quoi, le bide absolu. Et donc on voit que la culture, la connaissance du monde agricole, elle s'est effondrée, mais elle s'est effondrée aussi chez les urbains, qui connaissaient auparavant, bien qu'étant déjà urbains, ils avaient une connaissance bien plus importante du monde agricole qu'aujourd'hui. Et cette méconnaissance du monde agricole, j'aime bien dire, elle opère également chez les agriculteurs. Typiquement, les agriculteurs se spécialisant de plus en plus, perdent la connaissance générale du métier. Moi, mon grand-père, il avait des cochons, des moutons, des dindes, de la vigne, des vaches, il avait peut-être 1 ou 2 chevaux. Et donc, moi, je suis agriculteur, je connais encore un peu le monde des bovins, le monde des volailles. Typiquement, vous me parlez cochons, j'y connais plus rien. Vous me parlez du monde de la vigne, vous me parlez du monde des chevaux. J'ai beau être agriculteur, quelque part, je connais guère mieux ces domaines-là qui sont agricoles que quelqu'un qui habiterait à la ville. Donc cette méconnaissance, ce tiraillement, il est général, il ne porte pas que sur ces imbéciles d'urbains qui ont perdu tout contact avec la campagne. Le problème est plus profond que ça, malheureusement. Ouais. Et il y a le côté aussi un vrai enjeu, sensibilisation des jeunes. Nous, on fait une centaine d'animations, notamment dans les collèges et les écoles, par an. On va parfois dans des établissements, ils ne savent pas ce que c'est qu'une courgette. Ils n'ont jamais vu. Et donc nous, on vient avec un producteur, on parle de la saisonnalité, les méthodes de production, le cahier des charges de l'agriculture biologique, mais l'intérêt, c'est aussi l'intérêt d'un lieu comme celui-ci, c'est de reconnecter le monde paysan avec le monde urbain, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une scission qui est en train de se faire, même si il y a beaucoup d'urbains qui ont envie. Ils ont envie, ça serait génial d'aller traire une vache, j'adorerais aller ramasser, mais ils ne le font pas. Et ils sont vraiment déconnectés, et c'est malheureux, et parce que c'est important de les reconnecter parce que dans leur acte d'achat à chaque fois, eux, qu'est-ce qu'ils voient maintenant? Ils voient juste un prix, une étiquette. Ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, on a vraiment un enjeu à aller éduquer les jeunes. Nous, on attaque, comme on est restauration collective, on attaque vraiment le biais des jeunes direct à la crèche. On leur met un yaourt bio, local, sans poudre de lait, qui sent un peu la vache, avec une petite couche de crème. Le bébé, il est là, oula, c'est bizarre ce truc. C'est pas du tout un yaourt Danone. Et en fait, dès qu'on l'attrape à la crèche, potentiellement, lui, c'est quand il va aller faire ses courses dans 20 ans, il va se dire je vais quand même faire attention à ce que j'achète. Et donc voilà, il y a cet enjeu-là. Il y a le goût et puis il y a faire la cuisine aussi. Exactement. Peut-être qu'on peut en parler par rapport au chalet du parc, peut-être faire un coup de zoom là. C'est fondamental. Il faut transformer. Il faut, pour ce faire, expliquer. Donc on est encore dans la pédagogie. Ce lieu-là pourra et focusera sur beaucoup de cours de cuisine intergénérationnelle où on va pouvoir effectivement justement prendre cette courgette. Donc une fois qu'on l'a identifiée, parce que tu l'auras expliqué, on va pouvoir voir comment on peut la travailler et qu'elle soit goûteuse et que en plus elle peut être cuisinée entièrement sans qu'il y ait de gâchis. C'est marrant qu'on parle de courgette, je digresse un peu, mais on est très connecté avec le CRBA à Charlie, qui est on va dire une structure qui sauve des semences, les mettent de côté, font des expérimentations. Et là, en ce moment, ils sont en train de planter plus de 200 variétés de courgettes, en ayant récupéré des graines partout dans le monde, pour savoir en 2030, effectivement, quelle courgette va pouvoir résister sur notre territoire. Et nous, on va cuisiner effectivement certaines de ces courgettes, parce que non seulement il va falloir qu'il y ait robustesse de cette courgette, mais si elle n'est pas goûteuse et si tout ça est, pardonnez-moi l'expression, dégueulasse dans l'assiette, ça ne va pas sauver
grand-chose. Donc oui, il faut réapprendre à cuisiner. Et il faut y aller effectivement par pédagogie, par petits pas en fait. Hein. C'est les pas de côté, c'est les petits pas et on a besoin de lieux de vie pour se faire. Un lieu, bon, on va pas faire semblant de ne pas se connaître hein, et on vous remercie bien sûr d'être là présent aujourd'hui, mais on essaye nous dans nos mondes à créer des passerelles, pour ne pas dire des arcs-en-ciel, entre effectivement certains territoires et d'autres. Pour nous, les frontières ne sont pas des frontières politiques. On ne peut pas réfléchir en métropole, on ne peut pas réfléchir en région. Il faut réfléchir dans une sorte de bon sens paysan, en se disant où est le lieu de vie, où est celles et ceux qui structurent, pour faciliter la logistique et pour faciliter aussi l'interconnexion, et où est effectivement le Nicolas Clerc qui nous aide en mettant à disposition quelques hectares de ses ancêtres pour qu'on puisse venir expérimenter avec nos équipes, mais aussi qu'on fasse une vraie passerelle entre ce qui est défendu là-bas, dans une terre qui est en Loire-Forêt historiquement bio, où on a été très attentif aux intrants, mais je ne veux pas dire de bêtises, tu pourras effectivement expliquer plus en détail, et faire une passerelle avec le cœur du parc de la Tête d'Or, qui est encore une fois pas n'importe quel endroit, c'est un lieu populaire. Quel poète, honnêtement. Quel poète. Il est bon. Hein. Je vais revenir sur les 2 points que vous avez abordés, c'est que la question culturelle et la question de l'éducation, ce qui est certain, c'est que les Français, même s'ils sont déconnectés, ont encore une grande affection pour le monde agricole. La bonne bouffe, elle est encore là. C'est très français, le moment de partage autour de la table, il y a encore de très beaux restes. On aime faire des apéros, manger ensemble, c'est toujours des événements pour les Français. Et puis il y a aussi une affection très partagée pour les paysages agricoles. Typiquement, oui, la Provence c'est magnifique, on adore le bocage, on adore la Normandie. Et cette affection pour les paysages agricoles, c'est quelque chose sur lequel on peut construire parce qu'elle a au moins le mérite d'être transpartisane. Comme tu l'as dit, on peut être politiquement d'un côté ou de l'autre de l'échiquier et avoir la même affection pour la bonne bouffe et pour les paysages. Et c'est peut-être une des rares choses qui nous reste vraiment en commun en France, sur laquelle on peut encore travailler pour faire du commun et donc arriver à parler d'agriculture. Mais pour cela, il faut que la profession fasse aussi un geste. Et la profession, elle a un réflexe un peu poujadiste qui va à l'inverse de ça. C'est-à-dire que la profession, elle a tendance à dire « fichez-nous la paix, on sait ce qu'on a à faire, laissez-nous travailler ». Et en fait, c'est un réflexe qui malheureusement ne va pas dans le bon sens. Il faut au contraire, moi j'aime bien dire, je suis un paysan qui dit « ne me fichez pas la paix ». La profession doit accepter d'être challengée, de répondre aux questions, d'échanger avec les Français qui, quelque part, aimant la bonne bouffe et aimant les paysages, ont un dialogue à faire avec la profession. Je rebondis puisqu'il faut quand même avancer. Moi, je suis un peu le monsieur l'ORL. Pour finir cette partie-là, qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir? Parce que souvent, quand on regarde la télévision, on a l'impression que les agriculteurs souffrent, que c'est la crise. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne l'espoir de continuer et de dire il faut s'accrocher? Nous, c'est à la fois les chiffres de la coopérative, parce que tout a doublé là en 5 ans, et notamment grâce au pouvoir public, que là dans la région, notamment à Saint-Étienne et à Lyon, nous, comme j'ai dit, essentiellement c'est la restauration collective. Saint-Étienne, c'est la première ville de France qui consomme du bio. Lyon, ils sont 3e. Et donc on voit que... BioApro, je rappelle, c'est 9 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même. C'est ça, 9 et millions. Un résultat positif. Exactement. Et donc des chiffres qui ont doublé, à la fois des emplois générés sur le territoire, en termes de salariés, en termes de volume. Et donc ça, c'est des victoires, vraiment des victoires de tous les jours, où on voit que de plus en plus de producteurs rejoignent la coopérative. Et en même temps, on arrive à faire de la conversion. Enfin, il y en a quelques-uns qui, on leur a dit, voilà, on a une opportunité sur cette famille de produits, vas-y, passe en bio, ok, ça marche. Et le volume de consommation bio qui repart un peu à la hausse, là, en début 2026, donc c'est encourageant. On est encore très loin de ça, mais moi, j'aimerais vraiment, on en a un petit peu parlé, mais le pourcentage de revenus des ménages français dans l'alimentation, on est à 13%. Dans les années 60, on était aux alentours de 30%. On a perdu plus de la moitié de notre portefeuille. Alors bien sûr, c'est parce que tout coûte cher à côté, mais pensez vraiment à faire de l'alimentation un enjeu c'est un enjeu, on en parle beaucoup, de souveraineté alimentaire, de santé. On n'utilise pas assez, mais si on mange bien, théoriquement on est en bonne santé. Et voilà, c'est important que chacun et chacune ait conscience du poids de l'alimentation tu l'as dit, tu as parlé de paysage, dans l'économie locale, et donc chacun, tous les jours, on peut faire un acte plus ou moins engagé, mais de se dire, ok, je vais rémunérer les personnes qui nous nourrissent. C'est un acte pour son territoire, clairement. Exactement. Nicolas, juste avant, parce qu'on parle de commande publique, on parle de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, et moi j'entends souvent, tu vois, je veux dégommer les caricatures. Ok, d'accord, de la subvention, en fait. Non, c'est des besoins d'un territoire.
En fait, dans ce pays, et même en Europe, on a énormément de commandes publiques. Et donc, du coup, à un moment donné, s'il y a de la commande publique, c'est qu'il y a des besoins. Ces besoins sont opérés par qui? Et c'est des choix politiques, de dire je choisis un tel ou un tel. Mais en fait, c'est pas pour faire plaisir à BioPro. On a absolument besoin des légumineuses, des fruits, des légumes, de ces yaourts, etc. Parce que d'une façon ou d'une autre, ça vient répondre à un besoin de territoire. Donc oui, c'est de la commande publique. Mais en fait, voilà, sans citer de nom, ça aurait pu être d'autres industriels qui n'auraient pas pensé l'alimentation de demain sous forme d'une résilience et d'être, on va dire, dans une approche respectueuse, où la brique santé est importante et fondamentale, parce que bien manger, c'est moins de maladies après. Au-delà du fait de effectivement se reconnecter au vivant. Et donc voilà, juste cette incise sur effectivement 9 millions, mais c'est pas 9 millions de subventions, c'est 9 millions de je su pour venir répondre à une commande publique. C'est ça. Il faut bien comprendre que, et ça, je vais faire le lien entre la rémunération des paysans et le côté optimisme qu'on essaie de trouver, c'est que le petit surplus qu'il faudrait pour que les paysans soient heureux et gagnent bien leur vie, en fait, il est extrêmement faible. Typiquement, l'écart entre un paysan qui gagne bien sa vie et celui qui gagne mal sa vie sur les œufs, c'est de l'ordre de 1 ou 2 centimes par œuf. L'écart sur un éleveur laitier qui part en vacances avec ses enfants et celui qui n'a pas assez de sous pour partir en vacances, mais c'est de l'ordre de quelques centimes par litre de lait. En fait, c'est tout à fait marginal réellement sur le budget des Français. Finalement, c'est d'ailleurs terrible parce qu'on se dit qu'en fait, il y aurait le chemin à faire pour que les paysans soient heureux, il est extrêmement faible et pourtant on ne le fait pas parce qu'on est dans un cadre libéral. Tout à l'heure, tu venais d'aborder la question de la responsabilité des politiques. Une chose qui est peu connue par les Français, c'est que à la fois il y a la politique agricole commune qui est européenne, mais en fait ça c'est un cadrage libéral européen avec des flux financiers de subventions. Par contre, chaque pays a sa propre version de la PAC. Un pays peut choisir d'avoir une PAC qui aide plutôt les grosses fermes ou plutôt les petites fermes, qui aide plutôt la bio ou pas du tout la bio, qui aide plutôt l'élevage ou plutôt les céréales. Et donc il est important de dire qu'il y a des choix politiques au niveau national pour l'agriculture, quand bien même la PAC est européenne. Ouais. T'imagines l'éclairage, Stéphane? C'est pas intéressant. l'Europe qui te dit si tu veux défendre ou pas la bio. C'est les gros arbitrages où ensuite chaque pays a sa responsabilité. Donc c'est nous, citoyens, et bien évidemment celles et ceux qui nous représentent, qui doivent faire ces choix. Oui, et puis après, il y a les actions de terrain, c'est qui le patron? Enfin, tu parlais, voilà, il y a plein de choses qui peuvent naître. En fait, il faut que les gens arrêtent de penser en silo, sortent de chez eux, et tout est possible, en fait. C'est aussi le récit. Hein, Bah oui, clairement. moi je C'est pense ça. qu'il faut arrêter de se cacher derrière Bruxelles, comme tu l'as dit. Ils mettent un cadre à nous. Enfin, on a encore une fois restauration collective, il y a la loi Egalim. Aujourd'hui, elle n'est pas respectée et tout le monde s'en fout. On nous dit qu'il faut 20% de produits bio dans les assiettes de la restauration collective. Aujourd'hui, on est à 8 en France. Et c'est pas Bruxelles qui dit ça, c'est la France qui a dit ok, je vais vous mettre ça. Super loi de prime abord, mais après, là maintenant, l'enjeu c'est de la respecter et de faire en sorte que ça marche pour structurer les filières. Et après, tu l'as dit aussi, le système. Moi, dans un monde rêvé, on pense un peu le système économique et agricole de sens inverse. Aujourd'hui, on demande aux producteurs de produire. Et après, on met des milliards pour dépenser pour la santé, pour dépolluer l'eau. Enfin, prenons les choses du sens inverse, où on fait plutôt de la prévention. On accompagne les producteurs. Ok, ben voilà, autour d'une zone de captage d'eau, on met que des producteurs en bio et comme ça évite la pollution. Enfin, des solutions, il y en a plein. Mais essayons de prendre le problème dans l'autre sens. Et il y a un des gros enjeux qui va arriver, c'est les présidentielles en 2027. On a pas mal bossé sur l'aspect municipal, mais quand vous allez faire votre vote, vous regardez le programme qui concerne l'agriculture et l'alimentation. Tout le monde mange. On devrait être tous concernés par Bien sûr, mais cet pour enjeu, être un ancien élu, j'ai découvert, moi, l'alimentation, j'ai découvert que c'était important. Et j'ai découvert qu'autour de moi, il y avait un territoire, un élu, alors peut-être pas en ruralité, mais un périurbain, souvent, il a une connaissance assez faible de ça. Hein. Moi, je vous ai dit que les paysans, ils ont parfois un réflexe un peu poujadiste qui consiste à dire laissez-nous faire, on sait ce qu'on a à faire. Mais il y a aussi des réflexes un peu simplistes chez les élus qui consistent à dire non, mais moi, de toute façon, je suis pour le local, je défends les paysans. Et en fait, ça, c'est vraiment la phrase creuse qui ne fait pas avancer parce que la pire production, la plus industrialisée ou la plus nocive pour l'environnement ou pour la santé, elle est bien faite à un endroit. Donc à cet endroit-là, elle est locale. Et donc, c'est le refus du débat, le refus de la réflexion, le refus de s'intéresser au sujet agricole qui fait que les paysans disent laissez-nous faire et certains élus disent on fait confiance aux paysans, de toute façon, vive le local, ça suffit. Eh bien non, c'est pas satisfaisant, c'est pas suffisant. C'est clair. Alors bon, on avait dit qu'on était joyeux, donc là on revient dans voilà, restons joyeux. Moi, ce que je propose pour avancer maintenant, c'est de se dire on est où en 2031 après Jésus-Christ?
C'est quoi l'agriculture là? C'est le premier épisode de Sans Vergogne. Pourquoi 2031 après Jésus-Christ? Je me rappelle plus en fait. Ben si, parce qu'en fait, quand on a fait la CEC, donc cette convention des entreprises pour le climat, où pendant un an on réfléchit à comment tu fais évoluer ton modèle d'affaires pour qu'il puisse être plus respectueux du vivant. Et donc tu écris ta feuille de route qui va transformer tout ça pour qu'en 2030 tu puisses être plus régénératif, plus respectueux du vivant. Donc on s'est dit, allez, Sans Vergogne. Après 2030, il y a 2031. On aime bien un peu les blagues. Ouais, donc, c'était pour pas faire 2030 et 2050 parce que là encore on est dans le truc facile. Oui. Bon, bah 2031. Donc 2031 là. Qu'est-ce qu'on mange par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange et est-ce que vous êtes joyeux, optimiste? Très sincèrement. Très sincèrement, oui. Même si on voit tous les jours des petits retours en arrière, on voit qu'il y a beaucoup de marche en avant. Et l'intérêt, c'est aussi de montrer l'exemple. On en a parlé tout à l'heure, de montrer que voilà, il y a des solutions qui marchent. Moi, 2031, je rêve que, je parlais de la part de l'alimentation des consommateurs, elle augmente pour la part de l'alimentation, qu'on arrive à convertir des surfaces en bio parce qu'il y a de la demande, que les producteurs puissent vivre de leur travail. Moi, ils veulent pas rouler en Ferrari, hein. Faut pas penser qu'ils veulent être les rois du pétrole. Ils veulent juste arriver à se sortir un revenu qui correspond au boulot, quoi. Les rois du pétrole, merci. Non, mais... Et enfin voilà, de remettre un peu de cohérence dans tout ça. Et arrêter aussi de remettre la faute uniquement sur les mangeurs et consommateurs. C'est vraiment, comme on l'a dit, une vision qui est systémique. On a parlé des politiques, on a parlé des entreprises, on a parlé des paysans, on a parlé des consommateurs. Il faut que chacun prenne conscience que manger, ça peut être un acte politique et engagé. Et on voit vraiment que voilà, il y a des solutions, il y a des techniques qui sont en train de mettre en place. Et je rêverais en 2031 que l'agriculture bio soit un exemple pour l'ensemble du territoire français. Et que ça soit potentiellement des petites fermes avec de la rotation de culture, avec un morceau d'élevage de porc, comme tu en as parlé, enfin voilà, et qu'il y a une espèce d'écosystème entre les fermes et de reconnexion entre le monde rural et urbain, et que le métier d'agriculteur soit devenu un métier qui a la classe, quoi. Ouah, t'es producteur, génial, t'arrives à vivre de ton métier et tu nourris les gens. Mais c'est super. Enfin, ça, voilà, moi j'imagine ça en 2031. Pour l'instant, c'est Podcaster qui a la classe. Ouais. Alors, ce qui peut rendre optimiste, comme l'a dit un peu Maurice, c'est que le pas pour aller vers le mieux, en fait, il n'est pas inatteignable, quoi. C'est pas des trucs, on n'a pas besoin d'inventer des choses impensables pour faire ça. Enfin, remettre des haies, replanter des arbres, respecter le cycle de l'eau. L'écart de prix, je vous l'ai dit, pour que le paysan gagne sa vie, il est très faible. La marche à franchir est très faible. La seule difficulté, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne fallait pas tout mettre sur le dos de l'Europe au niveau de la PAC. Par contre, on peut tout mettre sur le dos de l'Europe au niveau du libéralisme et de la concurrence. Ce qui est certain, c'est qu'un pays peut choisir de faire les bons choix. En étant dans un cadre libéral, ces bons choix peuvent être économiquement des échecs parce qu'on a un libéralisme total qui est aménagé au niveau européen. Mais comme l'a dit Maurice, avec Egalim, on arrive, ou on peut arriver, si on a une vraie volonté, à échapper à cette logique libérale du toujours moins cher, toujours plus loin, au moins sur la partie restauration collective, pour les cantines, les écoles, les maisons de retraite, toute cette restauration hors foyer collective. Et bien là où on aurait le droit de le faire, pour échapper à ces nuisances libérales, malheureusement on ne le fait pas. Et donc il suffit d'avoir un peu de volonté, et en 2-3 ans, la profession elle peut se réorganiser, ça ira beaucoup plus vite qu'on pense. Et il y a une notion qu'on n'a pas beaucoup évoquée, c'est la répartition de la valeur. Aujourd'hui, on parlait de revenus agricoles et de quelques centimes, mais demain, si on arrive à pouvoir être transparent sur toute la chaîne de valeur, notamment, je ne veux pas pointer la distribution, mais on sait que parfois c'est eux qui prennent le plus de marge parce que évidemment il y a des coûts, mais parfois il suffirait potentiellement de réduire un peu les marges des gros distributeurs et de le reverser aux producteurs. Et ça aussi, en 2031, on imagine qu'il y a une transparence de toutes les marges de tout le monde. On va voir qu'à un moment donné, on va dire oula, il y en a un qui se gave, c'est pas forcément normal, quoi. Alors en fait c'est même pire que ce que tu dis parce que la chaîne de valeur elle démarre avant les paysans, ouais. Et en fait le flux agricole c'est un peu un sablier. Il y a beaucoup d'argent qui est gagné sur le machinisme agricole, beaucoup d'argent qui est gagné sur les intrants, sur les pesticides, sur les systèmes d'irrigation, sur les emballages. Il y a beaucoup d'argent qui est gagné ou qui a été gagné, c'est peut-être moins le cas tout de suite, sur les abattoirs. Et puis après, il y a la distribution. Et en fait, il se gagne beaucoup d'argent avant l'agriculteur, après l'agriculteur, et pas assez sur ce point stratégique qui est justement le métier d'agriculteur. Et moi, je voudrais revenir sur un sujet aussi, c'est quand même l'urgence climatique, parce que vous voyez, là, on est en plein soleil. Voilà, on discutait en préambule avec Nicolas qui me disait là, c'est la cata.
C'est quoi en 2031 l'agriculture du Rhône et de la Loire? C'est des oliviers? Voilà. Il y a des productions qui remontent. On n'a pas parlé de vin et de raisin, mais typiquement, là, le Beaujolais, il est en train d'évoluer. Tu as parlé quand même des nouvelles semences. Donc potentiellement, il y a d'autres variétés qui vont rentrer. Là, on en parlait juste avant de commencer. Le côté élevage, il y a un monde où il n'y aura pas forcément de vaches. Ici, sur notre territoire, il va falloir remonter plus haut. On voit que déjà, dans le sud de la France, c'est hyper compliqué. Donc c'est sûr que ça va changer. Il y en a déjà, on a quelques producteurs qui font des tests sur des bananes. Donc des bananes, on en est là quoi, et ça va super vite. Donc c'est sûr qu'il va falloir repenser pas mal de choses dans les méthodes. Il y a la saisonnalité aussi qui va être un peu décalée. Nous c'est ce qu'on a fait, et notamment avec la restauration collective. On sait que maintenant on peut le faire parce qu'il fait un peu plus chaud, mais nous en scolaire notamment l'été, les enfants ils sont en vacances. Du coup, il y a vraiment un creux de production. Et donc, on a déjà adapté les productions en essayant de semer plus tôt. Donc, ils investissent dans des serres. Et donc, on arrive à proposer, on reste sur la courgette par exemple, mais de la courgette mi-avril, dans le sud du Rhône notamment. Et puis, pour en proposer, maintenant, on va un peu plus haut, jusque mi-août. Quand avant, la saisonnalité était beaucoup plus serrée. Maintenant, va falloir tout repenser et innover aussi, encore une fois. C'est de l'innovation, hein. T'en parlais Stéphane, c'est s'adapter, être agile en fait. Ouais. On est obligé d'être agile. Alors une des difficultés, c'est que la profession elle a tendance aussi, et puis c'est humain, à utiliser l'innovation pour continuer le modèle. Typiquement, tu l'as dit, il n'y a pas de vaches dans le sud de la France, le climat remonte, donc l'élevage bovin va forcément être fragilisé dans nos régions. Eh ben, la profession, et puis c'est tout à fait normal, les agriculteurs utilisent des nouvelles techniques, ventilation dans les stabulations, brumisateur dans les salles de traite, ombrière sur les parcours des animaux, rinçage, lavage des vaches pour les rafraîchir à des moments stratégiques, notamment pour les laitières. Et là, du coup, ça veut dire qu'on cherche des systèmes pour continuer encore un peu plus loin, ce qui est tout à fait normal. Un paysan n'a pas arrêté son élevage du jour au lendemain. Mais par contre, toutes ces solutions, elles vont avoir une limite, et au bout d'un moment, ça sera la réorganisation totale et peut-être la migration des productions vers le nord et d'autres vers chez nous qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais ce n'est pas encore trop ce qui se passe pour le moment. On se sert de la technique pour continuer business as usual. Oui, la techno-solution va nous sauver, quoi. On est bien d'accord. Eric, pour terminer, peut-être une petite synthèse. Une petite synthèse, ça fait un petit moment que j'y pense, parce que je sais que tu allais me poser la question. Tu vois, c'est pas comme si j'avais pas eu le conducteur avant l'émission. Non, en fait, il y a un point, j'ai envie de dire, il y a un mot qui me vient fort quand je vous entends tous, c'est le mot respect. Et presque, on va dire, ce qui nous semblerait juste normal, mais qu'on ne fait pas assez, c'est apprendre à connaître son voisin. Donc là, c'est apprendre à connaître son paysan, apprendre à connaître celles et ceux qui, effectivement, les aident à être plus forts, plus grands. Quand on parle de partage de valeurs, ne pas tomber dans des clichés. On n'est pas en train de vouloir, tu parles d'un libéralisme, effectivement, qui peut aller loin. Ça ne veut pas dire supprimer. Le supprimer, c'est peut-être être dans une forme où les placements de curseurs soient plus respectueux. Donc, toujours une question de partage de valeurs pour qu'on puisse faire société, pour qu'on puisse être heureux. Et c'est connaître son voisin. Tu parlais du politique qui ne savait pas trop comment ça fonctionnait. On ne peut pas lui reprocher. Il y a tellement autre chose dans sa tête, j'imagine, de processus pour arriver là où il est. Pas sûr. Pas sûr. Bon, écoute, tu vois, on va couper au montage. On va pas couper et tu vas assumer en tant qu'ancien élu. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est juste lui filer un peu de grammaire sans être et devenir spécialiste de tout. Donc voilà, il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort pour mieux se connaître. Je me souviens d'un temps fort, tu vois, c'est l'Assemblée Générale que vous avez organisée chez nous dans le 7e arrondissement. Nous, on est une SAS-ESS. Donc pour le monde de la coopérative, j'ai presque envie de dire que le curseur il est placé plutôt du côté du libéralisme. Mais on est une SAS, donc une société d'action simplifiée, de l'économie sociale et solidaire. Et quand je pourrais être dans l'Assemblée sans qu'on me donne le micro pour parler, et vous avez tendu la main, et pour moi on est des grands cousins. Et du coup ça permettait de mieux comprendre pourquoi on fonctionnait différemment par rapport à notre projet. Et on peut défendre l'intérêt général ou le collectif en ayant les bonnes formes structurelles, les bons outils, parce que je pense que le cœur du projet est le plus important. Et ensuite, il faut se donner les moyens. Et ces moyens-là, effectivement, peuvent être divers et variés et ne pas tomber dans des grands dogmes. C'est destructeur.
Voilà ma synthèse. Il est Mais fort, par quand même. contre, Il est au-delà fort. de la Il est synthèse, fort. au-delà de la synthèse, moi j'attends la citation, mon cher Attends, Stéphane. alors attends, une citation de boomer certainement. Non, pour dire, en tous les cas, on a parlé surtout finalement de nos voisins. Donc l'agriculture, c'est un territoire, c'est aussi, comme tu l'as dit, le coup de fourchette, c'est engageant quelque part. Donc en tous les cas, merci Nicolas. Merci Maurice. Avec plaisir. Voilà, en plus, on avait 2 accents. Toi, t'as pas trop l'accent lyonnais. Moi, je l'aime. Mais Nicolas a bien l'accent. Mais il le travaille tous les jours. Voilà. C'est du boulot. Et donc c'est vrai que j'avais décidé qu'à chaque émission, je voulais terminer par une citation qui était librement inspirée par Jean-Yann. Alors j'espère que tout à l'heure tu as parlé de Jean Reno, je me suis dit c'est bon, on est encore plus loin. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud. Donc c'est une citation qui est complètement inutile, mais elle est quand même indispensable. Et vous allez voir, elle va vous faire écho, parce qu'on veut tous manger local du moment que ce n'est pas plus loin que le supermarché. Voilà, vous avez 4 heures pour réfléchir à ça. En tous les cas, merci. Et puis, je vous dis à bientôt. Et encore merci. Il fait chaud. On va aller boire un coup. Merci. À bientôt. Merci. À Salut. plus.